Salut à tous, je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant, mais Denis Villeneuve vient de sortir son nouveau film en salle, et ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Je vais dire à tout le monde ce que vous avez fait. Allez les gars, direction le bac à sable, prenez vos pelles et vos râteaux, et je vais vous emmener vers la planète la plus sableuse de toute l'histoire du cinéma. Tout de suite après Tatooine, je veux bien évidemment parler de Dune. Ou plutôt Dune en français. Pour tous ceux qui sont impatients ou qui connaissent par cœur l'histoire de Dune, dirigez-vous directement sur le timing et vous aurez ma critique du film du cinéaste québécois. Il est impossible pour moi de vous faire une critique du film sans revenir aux bases des bases. Pour comprendre Dune, il faut devenir Dune. Il faut retourner aux sources de l'épice. Alors Dune, de quoi ça parle, en fait? Au fin fond de la galaxie, en l'an 10191, deux clans, les nobles Atréides et les Harkonnen, se disputent la planète Arrakis, précieuse parce que son sous-sol renferme la substance la plus rare de l'univers, l'épice. Sinon à quoi ça servirait que du croïsser des carcasses, hein? Au milieu de tout ce chaos, il y a l'initiation et le parcours de Paul Atréide. Paul a 15 ans et il est issu d'une sélection génétique mise en place par les sœurs du Bene Gesserit. Pour ma part, Dune est une œuvre extrêmement dense, impossible à résumer en quelques phrases. Complot politique, guerre entre familles, trahison, amour maudit, Dune est une saga ayant pour cadre le désert. La religion ici nous est présentée par le parcours initiatique de Paul, qui est condamné à être un messie, et qui doit aussi apprendre à se servir de la religion comme d'une arme, et aussi comme d'un outil pour asseoir son autorité. Et oui, le gars il vient juste d'apprendre qu'il va devenir le messie du coin. Dans Dune, on traite du danger à mélanger la politique à la religion, et de l'arme à double tranchant que peut être un royaume dont les lois sont fondées sur des croyances. L'autre thème majeur y est l'écologie. L'écosystème unique qui fait que Dune, la planète de l'épice, en fait une planète hostile à la vie pour les humains, ce qui est en totale opposition avec le grand rêve des Fremen, c'est-à-dire créer une planète verte et bleue, à défaut de pouvoir continuer à produire l'épice. Cruel dilemme. Dune, le livre mythique de Frank Herbert, a engendré de nombreuses adaptations et tentatives cinématographiques plus ou moins réussies, mais il a surtout marqué plusieurs générations de lecteurs. S'il est peut-être moins connu que Star Wars ou Star Trek, Dune n'en est pas moins important. Il est peut-être même plus important encore. Né dans l'État de Washington en 1920, Herbert est un libre penseur qui s'intéresse à beaucoup de choses, mais assez peu à ses études. Il ne finira pas l'université et deviendra journaliste freelance. Inspiré par le travail de Carl Jung sur la mythologie, mais aussi sur le zen bouddhiste et les romans de science-fiction de H.G. Wells, Herbert s'inspire d'un reportage sur les dunes de l'Oregon, sur lesquelles il a travaillé, pour commencer son grand œuvre, Dune, l'histoire d'une planète qui produit l'épice, matière la plus précieuse de l'univers, nécessaire à la navigation interstellaire, mais aussi à la spirituelle. Il faudra environ 6 ans à Frank Herbert avant d'achever son œuvre et d'écrire les suites. Tout d'abord, écrites par lui, Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune, L'Empereur Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mers. Puis c'est son fils Brian Herbert en compagnie de Kevin J. Anderson qui prendront le relais et qui créeront les sous-cycles de Dune. Avant Dune, Dune la Genèse, après Dune, Légende de Dune, Dune les origines et Chronique de Caladan. Toutes ces œuvres enrichissent cet univers de science-fiction. Dune recevra en 1966 les prix les plus prestigieux de la science-fiction. Tout d'abord le Hugo et le Nebula. Et ensuite, les ventes de Dune ont dépassé les 12 millions d'exemplaires, ce qui en fait le best-seller le plus vendu de la science-fiction. Herbert est précis dans ses descriptions, mais jamais pesant. Il introduit également de nombreux personnages féminins forts dans un genre plutôt masculin, et génère une science-fiction plus spirituelle que technologique. En fait, Frank Herbert a réussi un tour de force, il a réussi à replacer l'humain au centre du récit, au détriment des machines ou de la technologie. L'aspect hautement spirituel de la saga n'échappera pas à l'artiste chilien Alejandro Jodorowsky, appelé aussi, pour les intimes, Jodo. My intellect, I want to open. And I start the fight to make Dune. Réalisateur surréaliste, Jodo décide d'adapter Dune en 1975 alors qu'il n'a même pas lu le livre. Le récit de la production du film qui ne sera jamais réalisé est relaté dans un excellent documentaire réalisé par Frank Pavich, qui est sorti en 2013 et qui s'intitule Jodorowsky's Dune. Jodo avait réuni un casting 5 étoiles et impressionnant pour concrétiser sa vision.
L'empereur aurait été joué par Salvador Dali, poussé par sa muse de l'époque Amanda Lear, qui aurait incarné, elle, la fille de l'empereur, la princesse Irulan. Le baron Harkonnen aurait eu les traits d'Orson Welles, mais à la seule condition d'avoir son cuisinier personnel. Pink Floyd et le groupe français Magma auraient signé la bande originale. Le storyboard, quant à lui, il a vraiment été dessiné réellement par Moebius, alias Jean Giraud, épaulé par l'artiste suisse Giger, que vous connaissez tous pour son travail sur Alien. La combinaison de tous ces talents ne pouvait que convaincre les producteurs, dont le français Michel Seydoux, qui lui était carrément enthousiaste en voyant le génie formidable de Jodorowsky. Malheureusement, le film de Jodo ne se fera pas. Le budget final ne sera pas atteint, et les studios hollywoodiens, convaincus quand même du casting 5 étoiles, seront effrayés par la personnalité de Jodo, donc ils ne rajouteront jamais ce qu'il manque à la production du film. Le documentaire s'achève sur une extraordinaire impression de gâchis. La célèbre trilogie, Alien, le 5e élément, ainsi que beaucoup d'autres finiront par emprunter un grand nombre d'éléments qui ont été réalisés lors de la conception de ce projet fou. Ridley Scott lui-même empruntera les forces vives du projet, dont Moebius, Giger ou O'Bannon, entre autres, pour sa future conceptualisation du film Alien. Si on y réfléchit bien, le Dunes de Jodorowsky finit par être une véritable ode à la création, et ça de façon très communicative. Alors pour info, il existe un superbe coffret qui est quasiment introuvable dans les grandes enseignes. Par contre, si vous allez sur Rakuten, je crois qu'il est disponible pour la modique somme de 199 €. Des éditions DVD aussi sont sorties, qu'on peut aussi trouver entre 18 et 20 € et qui sont sur le même site. Alors dépêchez-vous, car là je pense que, vu la sortie du film, il risque de plus y avoir beaucoup d'exemplaires dans les prochains jours. En 1976, le producteur italien Dino De Laurentiis acquiert les droits et charge le Britannique Ridley Scott de diriger lui-même le film en se basant sur un scénario écrit par Frank Herbert lui-même. Scott finira par décliner et préférera diriger son propre film de science-fiction, Blade Runner. La suite, vous la connaissez. En 1984, venant juste de se payer le luxe de refuser la réalisation du Retour du Jedi, David Lynch réalisera la première version de Dune au cinéma. Le casting est pourtant risqué, il est constitué de beaucoup de nouvelles têtes. Alors avant de devenir l'acteur vedette de David Lynch, vous avez Kyle MacLachlan, qui interprète un convaincant Paul Atreides. Malheureusement, comme vous le savez, dans le livre de Frank Herbert, Paul Atreides, il a 15 ans et il est assez frêle. Donc si vous voulez, physiquement, ça le fait pas trop. Ensuite, vous avez le chanteur Sting qui interprète Fed, un Harkonnen violent et arrogant, et tout le monde se souvient du magnifique slip qu'il portait en sortant d'une douche. Et on y trouve aussi Patrick Stewart en Gurney Halleck. Jürgen Prochnow en Duke Leto, l'acteur suédois Max von Sydow est à peu près le seul acteur connu du grand public à l'époque. Le groupe Toto compose la BO avec Brian Eno, en pleine forme, qui surfe sur des envolées lyriques très rock'n'roll, et on peut dire que les décors et les costumes sont vraiment canons. La version de Lynch a autant de défauts que de qualités, et c'est ce qui fait de ce film un film qui marque les rétines, et qui a quand même le mérite de garder, quoi qu'on en pense, une patte totalement lynchienne. Le résultat ne sera pas à la hauteur des attentes des fans, c'est un échec cuisant au box-office. Lynch, déçu par le résultat, ne réalisera jamais les nombreuses suites initialement prévues. Pourtant, même malade, le film de Lynch est devenu culte avec le temps. C'est vrai qu'il est très daté 80s, mais c'est clairement pas le désastre annoncé par Jodorowsky dans le film de Pavich. Sacré Jodo! Pour rappel, Dune a été tourné sur 35 mm à l'aide d'une caméra Arriflex 35BL2 et Photosonics 4E, avec des objectifs anamorphiques Todd Howe. Les effets visuels, quant à eux, ont été tournés et réalisés à l'aide du procédé VistaVision, et le film a été finalisé en 2.35 pour la sortie en salle. Attention, quelques tirages ont quand même été effectués en 70 mm, puis gonflés et encadrés en 2.20. Niveau support physique, on peut compter 5 étapes majeures pour Dune. Rectification, je dirais plutôt 4,5 et vous allez comprendre en fin de rubrique. Je vais vous mettre le sum. Étape numéro 1. Oublions tout de suite la lamentable première édition de chez Opening et passons directement à l'édition DVD de 2005. Étape numéro 2, DVD 2005, dite Ultimate Edition. Alors c'est un joli coffret DVD très sobre qui offrait pour la première fois au film une édition digne de son rang. Et croyez-moi, avec le tout premier DVD, on partait vraiment de très très loin. Alors sur le DVD numéro 1, l'image proposée ici est correcte et permet d'apprécier le film, mais nous ne sommes toujours pas en face d'un véritable support HD. Niveau son, nous avons une VO et une VF DTS, les dialogues sont clairs, mais on sent un arrangement sur 6 canaux qui est quand même assez forcé. Sur le DVD numéro 2, nous avons la fameuse version TV, en anglais, stéréo Dolby Surround, sous-titres français et en 2 parties et au format 1.33. Alors la qualité d'image est dégueulasse, c'est digne d'une copie VHS, mais on vous rappelle quand même que c'est pas un director's cut. Pour les fans, cependant, c'est une façon de découvrir les séquences non finalisées et évincées lors du montage original. C'est plutôt à considérer comme une copie de travail. Sur le DVD numéro 3, nous avons plein de bonus. Alors nous commençons par le roman adapté qui dure 8 minutes 34 où Olivier Delcroix propose une analyse du film en pointant ses qualités et ses défauts. On a ensuite un roman inadaptable de 9 minutes 22 où Olivier Delcroix revient sur le projet de Jodorowsky. Destination Dune de 6 minutes 15, c'est un making-of vidéo qui donne l'occasion rare de voir Lynch et son équipe à l'œuvre sur le plateau au Mexique.
David Lynch, 8 minutes 23, interview de 1985 sur la production, le travail, l'adaptation et le choix du casting. Qui est Alan Smithy? Alors ça, c'est un documentaire très intéressant. Ça dure 10 minutes 20 où Philippe Lombard revient sur l'histoire du pseudonyme Alan Smithy. Les raisons exactes de sa création en 69 et plus amusant encore, toute sa filmographie. La promotion, alors là nous avons pléthore de bandes annonces, de sélections d'affiches internationales et de produits dérivés comme les bandes dessinées, les albums Panini, etc. etc. Pour terminer, nous avons la restauration, 3 minutes, module sur la remasterisation de la VF à partir d'une source stéréo. Vu le résultat, celui-ci est pour ma part complètement dispensable. Étape numéro 3, le Blu-ray 2008. L'image utilisée pour le DVD Ultimate Edition est enfin ici présentée en HD. L'aspect argentique apparaît enfin, mais on sent quand même que le master n'a pas encore livré tout ce qu'il avait dans le ventre. Les spécificités sonores sont les mêmes qu'en 2005, donc VO-VF en DTS 2.0, plus VF-VO factice, c'est selon, et c'est mon avis perso, en DTS Master HD. L'édition reprend l'intégralité des bonus, excepté la version TV de 3 heures, et le module sur la remasterisation du son VF. A noter que cette édition film média existe aussi en combo Blu-ray et DVD. Étape numéro 4, le Blu-ray ESC. Alors là, nous avons un nouveau Master HD, le piqué est légèrement meilleur, car beaucoup plus précis, apportant une profondeur et un petit grain argentique qui est plutôt agréable. La luminosité est précise et nous livre ici une teinte chromatique beaucoup plus chaleureuse. Le son, quant à lui, nous avons le remixage 5.1 VO-VF, qui est toujours aussi factice. Alors, jetez-vous sur la stéréo d'origine restaurée, en DTS HD Master Audio, pour un résultat impeccable. Au niveau des bonus, nous en avons 2 seulement. La science-fiction selon David Lynch. Alors là, c'est une honnête interview de Gilles Penseau, qui est selon moi un peu trop court, car je trouve que quand même le film mérite beaucoup mieux. Je me mets soudain à penser à Laurent Bouzereau et tout ce qu'il aurait pu faire. Dune de Lynch n'a pas encore sorti un vrai making-of à la hauteur de son niveau, à mon avis. Interview de David Lynch, 8 minutes. Ok, d'accord, c'est super, c'est la même qu'en 2005. Bon, soyons honnêtes, cette édition elle est clairement au-dessus du lot. Seulement j'ai une petite question qui me taraude. Vu le peu de temps qui est sorti entre cette édition et la version Ultra HD 4K de chez Arrow, je me demande pourquoi ESC n'ont pas directement sorti une version 4K digne de ce nom. ESC, vous nous avez pris pour des jambons ou quoi? On n'en a rien à taper d'avoir un énième Blu-ray avec l'interview de Tartampion qui dure 4 minutes en plus. Le syndrome Robin des Bois, Prince des voleurs, aurait-il encore frappé? Alors, pour cette version Ultra HD, Arrow a été autorisé à faire un nouveau scan 4K et à utiliser la restauration du film commandé par Koch Film en Allemagne. Donc Dolby Vision et HDR10 inclus ici. Arrow voulait aussi inclure la Alan Smithy Extended Edition, mais Universal n'a pas voulu. En tout cas, ce nouveau Master 4K est magnifique. Il y a une augmentation notable de la résolution par rapport aux éditions Blu-ray précédentes. Sauf pour les titres optiquement composites, ou les transitions en fondu évidemment. Le détail de l'image est ici remarquable. Le grain précis et organique. Je ne vous parlerai même pas de la pléthore de bonus, ce serait indécent. Vu que nous n'avons pas encore d'équivalent chez nous, je préfère m'arrêter là, car là je vais vraiment m'énerver. Forcément, la comparaison avec le Dune de Lynch est inévitable. Certaines scènes clés se montrent largement inférieures à la version cinéma. Question de budget certainement. Le tournage en studio de la mini-série donne un côté bricolo-bricolette bien naze et des effets spéciaux numériques totalement dépassés. Certains costumes fidèles au livre ou aux inspirations de Jodo se montrent même particulièrement moches à l'écran. Au casting, on retrouve William Hurt, qui se demande à chaque plan ce qu'il fait là. Susan Sarandon et un tout jeune James McAvoy sont également de la partie. Néanmoins, cette mini-série rencontrera un énorme succès lors de sa diffusion sur la chaîne Sci-Fi, puis un peu partout dans le monde dans le courant des années 2000. Cela provoquera la mise en chantier d'une seconde saison, adaptant cette fois les 2 livres faisant suite à Dune, Les Enfants de Dune, toujours sur l'égide de John Harrison. Les 2 saisons sont disponibles en DVD et en format Blu-ray. Alors attention, car le transfert en haute définition ne respecte pas le format Univision et cadre l'image dans un ratio 16:9. Rien de gênant puisque la mini-série a toujours été diffusée en 1.78. Tous les canaux sont quant à eux en 5.1 et font juste le taf. Tout ça reste quand même très télévisuel. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Denis Villeneuve est un rôdeur, un véritable rôdeur visuel. Alternant à la fois gros plans et plans larges dans une parfaite et énervante fluidité, le cinéaste tisse tranquillement une fresque complexe et épique dans tous les sens du terme. À l'instar de ses ornithoptères ou des monolithes arconiens, il colle au plus près de ses personnages, que ce soit vu du ciel dans une verticalité exemplaire ou par-dessus l'épaule de ses protagonistes afin de mieux lire leurs émotions. Dans les sonorités, on se met à penser au tempo tribal si particulier de Sicario, aux envolées aériennes de Blade Runner 2049. Le style Villeneuve, c'est clair, suinte dans tous les plans.
plan. Sa filmographie sans faute et éclectique est la somme logique qui amène à ce d'une QV 2021. Le luxueux casting est impeccable. Mon Dieu, Rebecca Ferguson, que dire? Elle tronçonne littéralement ce film de bout en bout. Tiraillé entre son rôle de mère aristocrate et son lien avec l'ordre du Bene Gesserit. Timothée Chalamet a enfin le physique d'un Paul Atreides herbertien et compose une partition évolutive tout en finesse. Oscar Isaac en Duc Leto a une prestance incroyable, l'aspect tragique de son personnage reste terriblement bouleversant, Josh Brolin en mentor expérimenté est attachant à souhait. On se remet même à frissonner en voyant Jason Momoa affrontant héroïquement les soldats de l'Empereur. Le fantôme d'un certain Drogo n'est pas si loin et ça fait méga plaisir. Les antagonistes, quant à eux, ne sont pas en reste. Avec très peu de séquences, Dave Bautista est impressionnant et effrayant. On imagine déjà ce qu'il va pouvoir déclencher dans la deuxième partie. Charlotte Rampling et son ombre néfaste annonciatrice du destin de Paul excellent dans le côté sombre du récit. Le jeu de Stellan Skarsgård lorgne sans retenue quant à lui vers une sorte de colonel Kurtz jouissivement détestable. Pour résumer, le cinéaste rend parfaitement justice à tous les personnages d'Herbert. Zimmer qui envoie balader Nolan et son Tenet pour habiller le film de Villeneuve de façon tribale en créant sa partition la plus expérimentale à ce jour. Le chef-op réitère l'exploit de Rogue One en magnifiant les différents univers et en variant au possible les différentes échelles. Les effets visuels sont absolument sublimes. On voit qu'ils ont été peaufinés aux petits oignons. Après les différents reports de sortie du film, c'est peut-être normal. On voit aussi tous les hommages à ses pairs, que ce soit Ridley Scott ou Cameron. Le cinéaste a digéré tous ses classiques pour livrer le meilleur de lui-même. Jodo voulait recréer l'effet du LSD en faisant son Dune. Lynch nous faisait voyager au fil des pensées des différents personnages. Villeneuve, lui, reste pragmatique dans sa narration. Il réussit le parfait exploit de rendre fluide une trame narrative et complexe. D'ailleurs, il faut rendre hommage à Lynch et avouer qu'il ne s'en était pas trop mal tiré au final. Pour chipoter, peut-être que le film aurait gagné à être un peu plus trash ou un peu plus craspec et éviter ce côté un peu trop clinique. On va pas se voiler la face, Dune est juste excellent. Oui, je dis bien excellent, mais seulement je le dis avec une légère amertume. Suite à la vision de cette version, la logique aurait voulu que je vous dise naturellement et avec une évidence certaine que Dune est un chef-d'œuvre de cinéma. Non, en tout cas, pas pour l'instant. La frustration que j'ai vécue à la fin du film m'en empêche. Ce que j'ai vu est grand, ce que j'ai vu est beau, certes, mais seulement voilà, pour l'instant, ce Dune n'est pas une œuvre achevée. Et c'est toujours le problème avec les films divisés en plusieurs parties. Comme Paul qui passe le métrage à rêver de son avenir parmi les Fremen, je me mets à rêver de la même façon à une deuxième partie du même niveau que le premier. D'un ensemble composant le parfait diptyque, avec une évolution exponentielle, plus d'émotions, plus de lyrisme, plus de tout en fait, et surtout, toujours avec autant de justesse. Sans avoir vu la deuxième partie, il m'est impossible de vous dire que Dune est un chef-d'œuvre de la science-fiction ou un chef-d'œuvre du cinéma tout court. Dune, c'est le grand blockbuster que l'on attend depuis l'arrivée de l'hégémonie Marvel il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire son exact opposé. Un grand film populaire au budget dantesque qui ne prend pas son public juste pour un corps sans cervelle, pour ne pas dire des jambons. Dune est un vrai film d'auteur avec une multiplicité de thématiques répondant avec génie aux problèmes du monde actuel. Religion, écologie, colonisation, stratégie politique, guerre, dictature et terrorisme, et même la conception universelle de construire un monde meilleur. Des questions faisant écho à la société d'aujourd'hui, exactement comme le livre d'Herbert. Denis Villeneuve semble très enthousiaste et confiant à l'idée de démarrer le tournage de Dune partie 2. Celui-ci aurait déclaré « Dès que tout le monde sera d'accord, toute l'équipe sera de retour, nous pourrons filmer en 2022, c'est sûr. Dune devrait être certainement validé. » Les dernières réserves du studio portent forcément sur le succès du premier film. Ce film a coûté 165 millions de $, mais l'hype du public est bien présente. Bien sûr, le succès au box-office n'est pas forcément acquis, et l'imbécilité d'une diffusion en simultané sur HBO entraînera forcément un manque à gagner. Le roi est mort, alors, vive le roi. Je veux bien évidemment parler de Dune partie 2. Là, et seulement là, je pourrais compléter mon avis sur l'œuvre de Denis Villeneuve. Dune et son univers sont bel et bien de retour, et risquent de faire parler d'eux encore très longtemps. Merci à tous d'avoir assisté à ce nouvel épisode de Blu-ray Historique. Je tenais quand même à vous dire que j'étais très content des commentaires que vous m'avez laissés la dernière fois, qui ont été bienveillants à mon égard et qui m'ont vraiment boosté et donné vraiment envie de continuer dans ce chemin-là. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Gardiens. Ici c'est Tom.